tiré de la vie du capitaine en second Kabloukov. Léonid Andreïev. Par les vitres des fenêtres voilées de givre et couvertes de sapins de diamants, filaient les rayons matinaux du soleil hivernal. Ils remplissaient d'une lumière froide, mais joyeuse, les deux vastes et hautes pièces nues, qui, avec une cuisine, servaient de logis au capitaine Nikolai Ivanovitch Kabloukov et à son ordonnance Koukouchkine. Apparemment, le froid s'était intensifié pendant la nuit, car des excroissances de glace s'étaient formées sur le rebord des fenêtres au coin des vitres, et, à chaque respiration, un nuage de vapeur s'élevait dans l'air glacé, débarrassé pendant la nuit de l'odeur du tabac. « Koukouchkine !» cria Nikolai Ivanovitch d'une voix de baryton enroué, tout en buvant à petites gorgées son thé fort et brûlant. Le verre de thé se trouvait dans un porte-verre en argent au ramage noirci, qui constituait, avec une petite cuillère en argent, tout l'assortiment d'objets précieux que possédait le capitaine. « Koukouchkine !» L'ordonnance, renvoyée du service armé pour irréflexion, selon l'expression de l'adjudant-chef, entra en se cognant légèrement à la porte. Sa petite tête aux grandes oreilles se dressait tristement au bout d'un long torse maigre qui adoptait volontiers toutes les positions, sauf celle qu'on lui demandait. « Dis donc, Gringalet !» le gourmanda gentiment le capitaine. « Il faut venir tout de suite quand on t'appelle. »« Parfaitement !» marmonna Koukouchkine d'un air maussade en détournant les yeux. « Tu n'es qu'un idiot, mon vieux. Pourquoi tu tournes la tête? Tu as bu? Comme si on avait de quoi. » Peu désireux de gâter sa bonne humeur, Nikolai Ivanovitch haussa les épaules sans répondre. Il lui ordonna d'apporter de la vodka accompagnée d'un encas, puis d'allumer le poêle. « Et ça, c'est quoi ?» Le capitaine montra la tasse à thé bariolée appartenant manifestement à Koukouchkine, que ce dernier avait apporté avec la carafe de vodka et les sardines. « C'est un verre ?» ajouta-t-il en baissant les yeux. « Parfaitement. Espèce d'idiot, emprunte-en un à la logeuse. » Tandis que l'ordonnance s'accroupissait pour s'occuper du poêle et, se brûlant les doigts, allumait avec de l'écorce de bouleau des bûches humides dont les extrémités étaient couvertes de neige, Nikolai Ivanovitch réfléchissait à ses plans pour le lendemain soir. La fête toute proche demandait à être célébrée, et le capitaine avait décidé d'organiser chez lui, le lendemain, veille de Noël, un gueuleton qui, vu la quantité de boissons, n'était manifestement pas destiné au sexe féminin. D'ailleurs, il y avait belle lurette que le sexe féminin n'intéressait plus guère le capitaine, car il ne considérait pas comme des femmes les filles à soldats avec lesquelles il lui arrivait de taper le carton. Quant aux autres, il n'avait pas l'occasion de les fréquenter. Il dressa une liste de vins et d'amuse-gueules, et la confia non sans satisfaction à son ordonnance, qui, au lieu de manifester l'approbation escomptée, répondait comme un perroquet « parfaitement » et « à vos ordres ». Mais plus il était à vos ordres, plus l'expression de son regard devenait distraite et maussade. Le capitaine aurait même cru y déceler de l'ironie, s'il n'avait su de façon certaine que Koukouchkine était trop bête pour être capable d'ironie. Il y en avait pour 10 roubles d'achat, mais le capitaine n'avait qu'un billet de 25 roubles qu'il confia donc à son ordonnance. Ne perdant pas encore tout espoir de raviver Koukouchkine et de susciter en lui un intérêt plus actif envers la réalité, Nikolai Ivanovitch lui offrit une tasse de vodka, justifiant son offre par l'expédition dans le froid. Koukouchkine se signa et avala la vodka, mais il ne poussa pas de coassement, il ne cracha pas et ne remercia pas, comme le voulait l'usage qu'il avait lui-même instauré. Il ne fit que se frotter les lèvres avec autant d'acharnement que s'il avait voulu faire disparaître jusqu'à la trace de sa honteuse faiblesse. Quelques minutes plus tard, la porte de la cuisine claquait avec violence. « Mais quelle mouche le pique donc ?» se dit le capitaine. « Bon, il n'a jamais été une lumière. Mais là, il devient carrément cinglé. Depuis 2 jours, il est d'une grossièreté. La logeuse se plaint. Oh, et puis qu'il aille au diable. Je ferais mieux de penser au plaisir que me réserve la soirée de demain. » Après avoir avalé encore 2 verres de vodka, arpenté sa chambre
et regardait par la fenêtre couverte de givre, sur le rebord de laquelle de l'eau commençait déjà à couler. Nikolai Ivanovitch approcha une caisse du poêle ronflant et crépitant et s'assit dessus. Un souffle chaud sortait par la petite porte ouverte. Les crépitements s'apaisèrent et les langues jaunes des flammes, s'inclinant paresseusement, vinrent lécher les bûches carbonisées. 20 ans s'étaient écoulés depuis que Nikolai Ivanovitch s'était assis pour la première fois près de ce poêle, exactement comme aujourd'hui. Il venait alors d'arriver dans cette minable petite ville et dans cette malheureuse division, où les officiers étaient si vivaces et les promotions si lentes. À l'époque, il n'était pas chauve. Son visage n'était pas rouge ni flasque. Et le feu qui lui cuisait si agréablement les joues parlait un autre langage. Un langage moins compréhensible que celui d'aujourd'hui. Il était idiot et ridicule, ce langage. Il parlait de l'académie où Nikolai Ivanovitch irait faire des études. Il évoquait dans un doux et mystérieux murmure la belle jeune fille si bonne qu'il l'aimerait. Il peignait le tableau haut en couleurs de balles joyeuses et animées, au cours desquelles un officier svelte à la taille bien prise dansait au rythme d'une mazurka, soutenait des conversations passionnantes et spirituelles. La danse? Quelle chose ridicule, la danse! Nikolai Ivanovitch considéra son ventre rebondi et sourit en s'imaginant dansant et bavardant avec une jeune fille. « Ne suis-je pas heureux? Bien sûr que si !» protesta-t-il en s'adressant à on ne sait qui, et pour prouver qu'il l'était, il avala encore un verre de vodka, mais il ne retourna pas s'asseoir près du poêle. Il était plus raisonnable d'arpenter la pièce. Les pensées se succédaient, ordinaires, tranquilles, paresseuses. Il pensait au juif Abramka, qui avait abîmé les bottes vernies du lieutenant Ilin, au traitement qu'il toucherait quand il serait commandant de bataillon, au trésorier qui était un type bien, quoique polonais. Ces dernières années, Nikolai Ivanovitch devait redoubler d'efforts pour se prouver qu'il était content de la vie qu'il menait. Mais l'épreuve s'imposait difficilement tant qu'il n'avait pas recours à une puissante alliée, la carafe. Quand il buvait 2 ou 3 verres dès le matin, tout devenait clair, simple et évident. Il n'était pas choqué par l'aspect misérable de sa chambre sale et vide. Il ne remarquait pas non plus qu'il était devenu lui-même malpropre et négligent. Il restait des semaines sans changer de linge. Il avait la flemme de se nettoyer les ongles et, quand il s'en rendait compte, il se justifiait aussitôt par des considérations pertinentes. « Puisque je ne compte pas faire la cour aux dames. » Son service aussi, il était plus facile de s'en acquitter sans se donner trop de mal. Du coup, cela ne semblait pas aussi humiliant d'être capitaine en second à 50 ans, alors que ses camarades de promotion étaient déjà colonels, sinon généraux. Et il n'était plus rongé par le regret stérile d'avoir perdu un quart de siècle à marcher au pas pour rien, et d'avoir égaré en route des morceaux de son âme en vivant chichement au jour le jour. Une brume légère et agréable flottait devant ses yeux, cachant tout ce qui n'était pas la 4e compagnie du bataillon de réserve de Coron, avec son juif Abramka, ses jeux de cartes aux petites mises, ses consignes et autres intérêts du jour. Mais 2 fois par an, l'allié du capitaine se transformait en ennemi mortel. La conscience du vide affreux de son existence s'imposait à lui, avec une clarté et une acuité torturantes, et il ne dessoulait pas pendant 2 semaines d'affilée, restant cloîtré chez lui sans s'habiller, le visage bouffi et cramoisi. Avec des larmes d'ivrogne, il se plaignait à ses camarades qu'on lui avait gâché sa vie, et quand ses camarades quittaient ce sauvage rendu à moitié fou par le poison de l'alcool, il s'en prenait à son ordonnance, et, dans un dernier effort pour conserver sa dignité, lui expliquait d'un ton sec que lui, le capitaine, était un homme bien, seulement personne ne le comprenait. Lorsque même l'ordonnance abandonnait sa noblesse à moitié folle, la noblesse posait la tête sur la table et sanglotait toute seule d'autant plus amèrement, sincèrement et douloureusement qu'elle ne savait pas pourquoi. Une fois son ivresse dissipée, le capitaine, qui avait honte de s'en souvenir et d'en parler, ne pouvait néanmoins se défaire d'une série de souvenirs vagues et pénibles. L'un d'eux, et non le moins pénible, était que Kukushkin l'avait aidé et avait eu pitié de lui. Était-il plus solide que les autres ordonnances et capable de supporter plus longtemps les épanchements du capitaine, qui se déversait parfois sur sa tête accompagné d'un verre ou de tout autre objet lui tombant sous la main? Ou bien manifestait-il sa sollicitude sous d'autres formes? Le capitaine ne pouvait se l'expliquer de façon précise, mais il éprouvait de la gratitude envers Kukushkin.
C'était à cause de cette gratitude qu'il ne l'avait pas flanqué dehors jusqu'à présent, et qu'il se résignait à sa bêtise officiellement reconnue, ainsi qu'à son attitude parfaitement négative envers les soins du ménage. Ce que Kukushkin ne pouvait casser, il l'abîmait d'une autre façon, plus ou moins intelligente. Il interprétait les ordres du capitaine tellement de travers que même les autres ordonnances en faisaient des gorges chaudes. Après avoir avalé encore un verre, Nikolai Ivanovitch partit rendre visite à des amis, confiant la clé et le soin de l'appartement à sa logeuse qui vivait sur le même palier. Il revint tard dans la soirée, mais Kukushkin n'était pas encore là. Une nuit passa, puis la journée suivante, et Kukushkin n'était toujours pas rentré. Fourrant la liste du capitaine dans le parement de sa manche, Kukushkin sortit et, saisi par le froid, accéléra machinalement ce pas de canard qui lui avait valu d'être chassé de la compagnie. Par ce froid, la chaleur de la vodka qu'il venait de boire était particulièrement agréable, mais cela ne le mit pas de meilleure humeur. Après avoir expédié chez un nombre respectable de diables une bonne femme qui l'avait bousculé, il l'avait à son tour informé, non sans un certain respect, qu'elle n'avait encore jamais vu un diable aussi long. Kukushkin traversa ostensiblement sous le nez d'un canasson fouetté par son cocher, lançant en réponse aux remarques réprobatrices du postillon « Que le diable vous emporte, espèce de chauffard !» Tout ce que Kukushkin rencontrait sur son chemin suscitait des protestations et des réflexions acerbes. Plus la physionomie qu'il croisait était affable, repue et réjouie par les préparatifs de fête, plus il la considérait avec haine. « Tu as trop bouffé, gros plein de soupe !» lança-t-il en son fort intérieur à un marchand qui, assis sur un large traîneau, recevait des sacs et des paquets des mains d'un gamin. « Non mais quel gros bide !» L'idée que le capitaine l'envoyait à l'autre bout de la ville, comme s'il n'y avait pas de bons magasins par ici, suscitait chez Kukushkin une haine féroce envers tout le genre humain. La graisse lui monte à la tête. « Achète le hareng chez Motikine, tu entends ?» fit-il, imitant le capitaine, et il cracha avec dégoût. « Et si j'entrais dans une taverne ?» demanda Kukushkin à un interlocuteur insistant, et, ouvrant d'un coup de pied dédaigneux une porte délabrée, il entra dans une taverne. « Et voilà, je suis entré, et j'ai bu un coup !» déclara-t-il triomphalement en sortant de la taverne, et en expirant une bouffée d'air nauséabond. Kukushkin regarda autour de lui d'un air fier, comme s'il voulait défier le monde entier, et, apercevant un officier, se mit immédiatement au garde-à-vous. Il lui fallait descendre une pente raide pour arriver au pont. De l'autre côté du fleuve, au-delà des cheminées fumantes de la ville, qui lâchaient d'épaisses colonnes de fumée verticales, on voyait au loin une plaine blanche scintillant au soleil. Malgré la distance, on distinguait une route, et, dessus, un long convoi immobile. À droite, une forêt formait une brume bleutée. À la vue de cette plaine de neige immaculée, une vague d'amères protestations monta à la tête troublée de Kukushkin. « Dire que je suis ici !» songea-t-il avec rage et presque désespoir. 3 semaines plus tôt, Kukushkin avait rencontré au marché un de ces paysans qui, en lui contant toutes les nouvelles du village de Sobakino, l'avait replongé dans l'univers enchanté des préoccupations de la campagne. Enchanté parce que Kukushkin était né dans ce village, il y avait vécu et en avait été arraché comme par enchantement. Cette vie, l'ordonnance l'avait un peu oubliée, mais cette vague évocation avait suffi à faire courir plus vite son sang de paysan, qui le portait vers le dur labeur physique, vers la terre et la charrue. Son pays lui avait raconté qu'une fille lui était née à lui, Kukushkin, mais que la jeune mère était malade et nourrissait son enfant au biberon. Ensuite, il avait appris que son père n'avait pas d'ouvrier, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec juste son frère Ivan, et qu'il était devenu très faible. On manquait de pain, et d'ici la Noël, il faudrait emprunter à Ilya Ivanitch, si toutefois ce dernier acceptait de prêter. Et il suppliait leur aimable fils Petrouchka d'envoyer de l'argent, car la mort approchait. Kukushkin avait envoyé 1 rouble par l'entremise de son pays, mais il était au désespoir. Son imagination exaltée lui peignait sous de vives couleurs l'amère misère des siens, et plus les fêtes approchaient, plus ce tableau devenait précis. Son cerveau, peu habitué à réfléchir, fonctionnait avec difficulté, concentrant toutes ses forces pour assimiler le fait exprimé par cette simple juxtaposition. À la maison, ils n'ont ni pain,
ni bras, et moi, j'achète du hareng hollandais chez Motikine. À présent, Kukushkin envisageait ce fait dans toute sa nudité, et, ne sachant pas raisonner, il crachait de dépit. Tout son être n'était qu'une protestation stérile, ce qui le remplissait d'étonnement et d'une certaine contrariété, car cet état lui semblait déplaisant et déclenché par quelque chose d'extérieur. Au début, il avait songé à fuir, mais c'était si stupide qu'après ses pensées, pendant 2 jours, il s'était montré particulièrement ironique envers le capitaine, et avait exigé avant terme auprès de son collègue, l'ordonnant Stutkin, le remboursement des 20 kopecks que ce dernier lui avait empruntés. Et quand l'autre, pour des considérations de nature formelle, ne les lui avait pas rendus, il l'avait traité de bouseux et de fripouille. Kukushkin approchait du magasin en songeant à l'argent quand il se sentit poussé par une force intérieure, et tel un râle jaillissant de l'herbe, une question fusa. « Et si je volais ?»« Que Dieu nous protège !» se dit-il, épouvanté, en faisant le signe de croix. « Il n'y a jamais eu de voleur dans la famille, et moi je volerais ?» Cela méritait le pire des châtiments. Et puis, qu'est-ce qu'il penserait? Kukushkin sourit d'un air sournois et hâta le pas. Mais les 25 roubles gigotaient dans sa poche, et ce quelque chose qui le poussait à l'intérieur finit par lui arracher une réponse. « Je dirais que je les ai perdus. »« Que Dieu nous protège !» s'exclama encore une fois Kukushkin, et, dans son affolement, il se précipita sur la première porte venue. C'était celle d'un débit de boisson. Furieux et inquiet, Nikolai Ivanovitch était allé annoncer aux officiers qui devaient se retrouver chez lui que son ordonnance avait disparu avec l'argent. Et quand il rentra à la maison, il trouva le disparu dans la cuisine. Kukushkin était assis sur le banc, chancelant et piquant du nez. Il cirait consciencieusement les bottes du capitaine. « Où étais-tu passé, fripouille? Tu es ivre ?»« Absolument pas, votre noblesse. Tu es rond comme une barrique. Comment as-tu osé aller boire, hein? C'était mon argent, peu le vôtre. Quoi? On fait l'insolent? Où sont les achats? Et l'argent? J'ai perdu. Aussi vrai que... » Le capitaine leva les bras au ciel, et, sans un mot, fusilla l'ordonnance d'un regard furibond. Si, en cet instant, le capitaine évoquait Napoléon, Kukushkin, lui, était l'océan, supportant sans broncher le regard du maître de l'univers. Ses yeux hébétés considéraient Nikolai Ivanovitch avec la tranquille sérénité d'un être injustement offensé. « Tu l'as volé? Allez, dis-le. À vous de juger. Peut-être que j'ai volé. C'est facile d'offenser un homme. » Kukushkin fondit en larmes. Le capitaine, suffoquant de rage, dit entre ses dents. « Va te coucher, porc! Demain, tu retournes au régiment. »« Comme vous voudrez. Seulement, vous causerez la perte d'un innocent. »« Tais-toi! Tais-toi, te dis-je !» Le capitaine tapa du pied et sortit de la cuisine, tandis que Kukushkin essayait de s'atteler de nouveau aux bottes. Mais comme il n'avait pas tenu compte de la force d'inertie, il fut entraîné par le mouvement de la brosse et s'effondra sur le banc. La colère du capitaine atteignit son point culminant, puis, après s'être déversé en exclamations entrecoupées, ne tarda pas à se diluer dans quelques verres de vodka et fut remplacé par un sentiment d'amer dépit. « Même Noël, on ne me laisse pas le fêter comme il se doit !» se désolait le capitaine en évoquant le tableau radieux des plaisirs dont il était privé et qui s'estompait peu à peu. « Mais je vais leur prouver comme cela aurait été réussi !» s'écria-t-il, et il entreprit de le démontrer. Mais, chose bizarre, plus il démontrait, plus il se versait des arguments de la carafe, et plus cette vérité lui semblait douteuse. « Je suis en train de prendre une cuite !» se dit Nikolai Ivanovitch avec horreur. Mais aussitôt, cette horreur fut remplacée par de l'allégresse de l'homme qui se jette dans un gouffre pour échapper au vertige. Comme si elles avaient rompu les chaînes qui les retenaient, surgirent des visions pénibles, lugubres et d'une tristesse poignante. L'image de la jolie jeune fille qui aurait dû faire son bonheur flottait devant lui, pure et enchanteresse. « Chérie !» articulèrent tendrement les grosses lèvres de Nikolai Ivanovitch. Puis, ce furent d'autres visions. Le capitaine était assis au bord d'une rivière qui entraînait vers l'abîme ses espoirs, ses rêves de bonheur, et il éprouvait pour lui-même une tristesse et une pitié croissantes.
Dans la carafe, la vodka diminuait, se transformant en sentiment qui lui est rarement donné d'éveiller dans l'âme humaine. La pitié, l'amour et le remords. Personne n'avait besoin de lui. Pas une âme ne s'éclairait à la vue de son visage flasque, ivre et sale. Aucun bras d'enfant n'enlaçait son cou épais d'apoplectique. Aucune joue tendre ne se frottait à son menton rugueux. Les autres ont au moins un chien qu'ils aiment et qui les aime. Par une étrange association d'idées, le capitaine songea à Kukushkin. Pourquoi Kukushkin l'aimerait-il? Kukushkin. D'ailleurs, ce Kukushkin, qu'est-ce que c'était au fond? Le capitaine se leva pesamment de sa chaise, prit une lampe et se dirigea vers la cuisine. L'ordonnance dormait, la tête renversée. Sa main gauche tenait encore une botte et la droite pendait lourdement du banc. Son visage était blafard, maladif. C'était la première fois que le capitaine voyait Kukushkin dormir, et il eut l'impression que c'était un autre homme. Pour la première fois, il remarqua de petites rides sur ce visage jeune et glabre, et ce visage, avec ses rides et son sourcil plus haut que l'autre, lui parut inconnu, et pourtant plus proche que celui qu'il voyait tous les jours, car c'était un visage humain. Cette impression était si nouvelle et si étrange que Nikolai Ivanovitch sortit de la cuisine sur la pointe des pieds et regarda autour de lui d'un air perplexe. Il lui semblait que la pièce aussi n'était plus la même. Une demi-heure s'écoula. Un appel sonore retentit dans l'appartement. « Kukushkin !» Mais dans cette voix éraillée résonnaient des notes nouvelles, inconnues. Kukushkin s'agita et après un autre appel, entra dans la pièce en faisant claquer ses talons avec précaution. Tête basse, il s'immobilisa sur le seuil. Dire qu'il avait pu se fâcher contre cet être pitoyable. Kukushkin. Les doigts de l'ordonnance remuèrent légèrement et s'immobilisèrent de nouveau. « Tu as volé l'argent ?»« Volé ? Non, non. » La voix de Kukushkin tremblait et ses doigts remuèrent plus vite. Le capitaine gardait le silence. « Alors maintenant, il va falloir te punir ? Votre noblesse, ne causez pas ma perte. » Le capitaine se leva d'un bond et, s'approchant de Kukushkin, le prit par les épaules. « Espèce d'idiot, tu crois donc que j'étais sérieux ? Imbécile !» Le capitaine donna une bourrade à Kukushkin, puis se détourna et s'approcha de la fenêtre, comme si on pouvait voir quoi que ce fût dehors par cette sombre nuit de Noël. Mais le capitaine voyait quelque chose, et portant la main à son visage, écarta ce qui l'empêchait de distinguer clairement. « Votre noblesse !» La voix de l'ordonnance exprimait cela même que le capitaine venait d'écarter. Le dos épais de Nikolai Ivanovitch était immobile. « Quoi ?» fit une voix sourde venant de la fenêtre. « Votre noblesse, punissez-moi !» « Ça suffit, assez avec ces bêtises. » Nikolai Ivanovitch se retourna et Kukushkin, tombant à genoux, voulut lui baiser les pieds. Un air égaré, douloureux et attendri sur son visage écarlate et bouffi, le capitaine le releva, déposa un baiser maladroit sur les cheveux en brosse et, arrachant sa main aux lèvres de Kukushkin, le repoussa, confus, en plaisantant. « Arrête, tu me prends pour un pop ou quoi ? Allez, remplis la carafe de vodka. Et vite, tu devrais déjà être là-bas. » Et, ô horreur, voilà que, saisie par la main à droite de l'ordonnance, la carafe rebondie, qui avait fidèlement servi le capitaine pendant 10 ans, montra son front vide, tournoya un instant auprès de la main, et, prenant définitivement sa décision, tomba et se brisa en 1000 morceaux. « Ce n'est rien, mon vieux. Va chercher un gobelet. » La nuit de Noël fut longue et ténébreuse. Les bons chrétiens dormaient depuis longtemps. Seule une petite flamme brillait à la fenêtre du capitaine, projetant une lueur jaune sur la neige. « Alors comme ça, tu dis que tu as envoyé l'argent chez toi ? » ?»« Parfaitement, votre noblesse. »« Mais, votre noblesse, je vais Mais non, ne dis pas de bêtises. » Le capitaine alluma une cigarette et, se carrant plus confortablement dans le fauteuil défoncé, ferma les yeux avec béatitude. Kukushkin, assis au bord d'une chaise, suivait le moindre de ses mouvements, bouche bée. « Alors, tu crois qu'ils sont contents ? » « Je vous en prie, votre noblesse,
Oui, oui. Longue et ténébreuse était la nuit d'hiver, mais elle finit par céder devant la force toute-puissante de la lumière. L'Orient blanchit. Dans la petite maison du capitaine, on allait se coucher. Kukushkin tira sur les bottes du capitaine et, emporté par son zèle, tira aussi le capitaine du lit. Celui-ci résista et triompha du zèle de son ordonnance. Kukushkin, serrant tendrement sur son cœur les bottes toutes confuses de montrer leurs semelles trouées, sortit sur la pointe des pieds. « Attends! Alors comme ça, tu dis que tu as une fille? Parfaitement, votre noblesse. Advotia. Bon, allez, va-t'en. » L'étonnant, c'est que cette fois, les tristes pensées présageant généralement le début d'une cuite restèrent sans suite. Le capitaine ne se soûla pas, ni le lendemain, ni les jours suivants.